Salut Luc Biget, Bonjour. enchanté. Et merci de m'accueillir dans ce superbe endroit. Ouais, c'est un bel endroit. Ouais. Très propice à la méditation et plein de symboles aussi. Oui, c'est un endroit, c'est un temple en réalité. Oui. Mm. Alors aujourd'hui, je t'ai découvert d'abord sur Internet, Oui. euh, dans des vidéos sur divers sites, notamment sur YouTube, Mhm. où tu parles beaucoup de symbolisme, d'astrologie, du corps humain, parce que tu as une formation de biologiste à la base. Mm. Donc si tu pouvais te présenter en quelques mots, t'aurais le principal. Ouais. Bon, c'est toujours un peu difficile, mais Mhm. disons que j'ai une formation scientifique. J'ai fait un peu de recherche aux États-Unis, à San Francisco, Ouais. sur les inhibiteurs du Mhm. cystine protéinase lysosomale de la peau du rat nouveau-né. Alors D'accord. personne n'est obligé de se souvenir de ça par cœur. Mhm. Mais parallèlement à ce cursus, on va dire, universitaire, je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie. D'accord. Où j'ai suivi des formations avec Jacques Berton et d'autres astrologues, Ruperti, Rudyard, D'accord. donc astrologie humaniste. Et disons que ce qui m'a intéressé, c'est la complémentarité entre les langages symboliques, dont par exemple l'astrologie, D'accord. et l'approche scientifique du réel. C'est-à-dire, au fond, le réel euh, n'est pas uniquement représentable par l'approche scientifique, c'est-à-dire par la Mhm. causalité scientifique. Pour une raison simple, c'est que la science ne dit rien du sens. D'accord. Et que l'être humain a autant besoin de sens que de pain pour pouvoir vivre. Or, la science traite de la question du pain, c'est-à-dire du mécanisme, des process, des lois physiques, de la causalité, du déterminisme. La science est déterministe. Même la mécanique quantique, du reste. Mais elle ne dit rien sur ce qui va nourrir profondément le cœur de l'être humain, c'est-à-dire ce qui va l'habiter, au fond, pour aller vers un dépassement de lui-même et pour aller vers une plus grande harmonie avec la nature, avec son environnement, avec les autres et avec le monde métaphysique. D'accord. Donc en fait, ce qui raconte des trucs là-dessus, c'est les langages symboliques. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de. Alors, je dis ça maintenant, mais à l'époque, évidemment, j'avais pas une vision aussi claire Mhm. de Mhm. l'un et de l'autre. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en parallèle ces deux voies, la voie scientifique avec sa rigueur, sa logique. Le fait, et ça, c'est quand même intéressant dans le champ scientifique, c'est que c'est toujours le réel qui a raison Mhm. et jamais l'idéologie. Mhm. Et jamais l'image qu'on a du réel, alors que dans les autres champs, qu'ils soient politiques, économiques ou autres, on cherche souvent à plier le réel à l'idéologie. Donc la démarche scientifique, évidemment, ne rentre pas dans cette démarche-là. Et en même temps, c'est une démarche masculine, c'est-à-dire c'est une démarche qui cherche à plier le monde sous forme de lois et surtout qui aboutit à une technologie Mhm. qui est terriblement agressive vis-à-vis de la nature et vis-à-vis plus généralement des autres règnes Mhm. Mhm. vivants et de l'être humain lui-même du reste. On a beau faire des ordinateurs qui simulent la pensée humaine, un ordinateur n'aura jamais la sensibilité et la finesse du cerveau humain qui est capable d'écrire de la poésie, par exemple. D'accord. Ouais. Écrire de la poésie, c'est mettre un maximum d'ineffable dans un minimum de verbes, de langage. Et ça, un ordinateur, évidemment, ne pourra jamais le réaliser. Mais il pourra le singer, il pourra le mimer. Donc, au fond, cette science produit un monde masculin. Mhm. Et plus j'avance dans mes propres démarches, à la fois de réflexion, mais aussi de travail intérieur, plus j'en viens à penser que c'est le féminin qui organise le réel, et Mhm. non pas le masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rationalité, telle qu'on la connaît en science, est simplement une formule asymptotique qui se rapproche de cette matrice du féminin, mais qui n'est pas capable d'entrer dans le monde des mystères, qui n'est pas capable d'entrer dans ce monde où souffle l'esprit. Autrement dit, la rationalité euh,
simule et représente le réel, Mhm. mais en même temps, il y a toute une frange matricielle et invisible de ce réel auquel les mathématiques et la physique ne peuvent pas avoir accès. Et le vivant est évidemment à l'interface entre ces deux mondes, entre le monde du mystère, qui est organisé par les lois symboliques, enfin par les symboles en tout cas, Mhm. et le monde des mathématiques qui est organisé par, enfin qui est décrit par la science. Donc, je veux dire, c'est intéressant de voir par exemple qu'on a des modèles mathématiques, on a des modèles physiques, on a des théories physiques, mais on n'a pas de théorie biologique. Mhm. On n'a que des représentations, des descriptions du monde biologique très fines avec le fonctionnement des génétiques aujourd'hui ou tout le système de régulation de l'embryogenèse. Mais on n'a pas de modèle qui permettrait de prévoir comment un organisme biologique va se comporter. Donc c'est bien qu'il y ait une part d'ineffable, Mhm. une Mhm. part d'irreprésentable qui est dans ce vivant-là. Mhm. Je fais une parenthèse pour mettre en garde contre le transhumanisme, hein, vous connaissez ce mouvement du Oui, 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 transhumanisme, oui, oui. qui, si on le lit symboliquement, est évidemment diabolique. Mhm. C'est-à-dire, c'est en fait mettre du silicium, c'est-à-dire de la matière, dans le vivant pour faire un homme augmenté, pour lui donner plus de pouvoir. C'est en fait une résurgence nouvelle du mythe de Faust, Oui. Oui. qu'a cherché à incarner le nazisme et qu'a cherché avant à incarner un certain nombre de magiciens. Donc c'est une tentative faustienne de toute puissance sur le réel, qui est ramener la chair humaine, le corps humain, vers la matière en lui adjoignant du silicium et des puces électroniques et des machins, plutôt que de faire descendre l'esprit dans le corps. Mhm. Mhm. Donc c'est une posture philosophique inverse de toute forme de spiritualité. Mhm. Mais évidemment, c'est un signe des temps. C'est-à-dire, en ces temps où la pensée symbolique est, où on dit, tiens, ça c'est symbolique, c'est-à-dire où la pensée symbolique est réduite à un pur langage, un pur effet de langage, Mhm. et où on n'imagine pas à quel point le symbole est vivant, c'est-à-dire la puissance du langage, puisque dans la langue des oiseaux, la langue est aussi symbolique. La langue dit des choses à travers ses formes et ses sonorités auxquelles le conscient ne pense pas. Mhm. Donc la maladie est symbolique, évidemment. Les systèmes, les grands systèmes qui explorent le monde symbolique, comme l'astrologie, la kabbale, les tarots, et pourquoi pas le mar du café, même si ce n'est pas un système, c'est juste un outil, tous ces grands systèmes sont aujourd'hui considérés comme des superstitions et mis de côté et ne sont pas considérés comme des outils de connaissance. Donc cette toute puissance de l'approche rationnelle, causale et scientifique produit un monde masculin, agressif et potentiellement destructeur de notre biotope. On va probablement vers la 6e grande extinction, hein, à grands pas. Mhm. Mais tout ça parce qu'il y a un rejet et une négation de l'intelligence du féminin. Alors l'intelligence du féminin, c'est quoi C'est cette grande matrice du monde du mystère qui va produire des formes, qui va organiser le vivant, qui va provoquer des synchronicités, qui va provoquer des rencontres, qui va provoquer de l'inattendu et qui va provoquer le commencement de toutes les choses en réalité. La science n'explique pas la genèse des événements, mais simplement leur décrit de manière approximative et en même temps très précise leur déroulement. Donc, donc explorer cette matrice du vivant qui est dangereuse, c'est-à-dire qui est foisonnante, qui est imprévisible, qui est, si elle n'est pas dirigée dans une forme de toute-puissance, hein, il suffit de regarder comment fonctionne le monde végétal. Moi, j'habite dans la Drôme, j'ai un jardin. Dès que je m'absente 3 mois, 6 mois, la nature est foisonnante, elle a tout envahi. En d'autres termes, si elle n'a pas le tuteur du masculin, elle va, c'est-à-dire de la représentation rationnelle, elle va effectivement produire un monde chaotique. Mais aujourd'hui, on a tellement mis l'accent sur le tuteur qu'on a perdu la source de l'inspiration. Mhm. Donc d'où l'importance, de mon point de vue, de mettre en complémentarité ces deux langages, qui est le langage scientifique et le langage symbolique, puisque le langage symbolique permet non pas permet d'explorer le champ de cohérence de ce monde féminin, et
pour avancer sur deux jambes dans la réalisation d'une civilisation. Ce que les hommes ont fait de tout temps, jusqu'au siècle des Lumières, c'est-à-dire au moment des Lumières, on a abandonné les grands mythes. Avant, il y avait le mythe chrétien. Avant, il y avait les mythes romains avec les grands dieux Mitra. Mitra était un dieu hindou, mais Ouais. peu importe. Enfin, Ouais. il y avait les divinités Ouais. romaines. Avant, il y avait les divinités grecques. Et encore avant, il y avait l'animisme du néolithique et du paléolithique. Donc, de tout temps, l'homme, par des moyens divers, a trouvé des moyens de communication avec la transcendance. En réalité, il y en a deux. Il y a le monde des symboles, c'est-à-dire la religion, et il y a les mathématiques, qui sont deux voies, l'une féminine, l'autre masculine, pour toucher à l'infini. C'est-à-dire, les mathématiques traitent, évidemment, depuis le XIXe siècle, avec les travaux sur le nombre transcendant, du rapport à l'infini, et la religion a toujours traité du rapport à l'infini. Donc c'est ça, au fond, la spécificité de l'être humain. C'est cette capacité d'être un pont entre le fini et l'infini, c'est-à-dire entre le visible et l'invisible. Et non pas d'être dans une logique de transformation guerrière du réel, ce qu'on appelle aujourd'hui la compétitivité, la concurrence, le retour sur investissement et que sais-je encore. Donc, et tout ça parce qu'on a oublié le langage des symboles. On a jeté le bébé de la superstition religieuse avec le langage qui permettait d'explorer le monde du sens. D'accord. Et donc, ce que je cherche à faire, c'est une espèce de réintégration de ce féminin-là, du féminin du monde du mystère, de l'inconnu, de l'imprévisible, du fluide, du mouvant, du flux, de la perception immédiate de l'instant sans faire de plan, dans ce monde où tout est prévu à l'avance et tout est organisé, planifié, contrôlé. Et on voit à quel point un contrôle est une prison aujourd'hui. Donc, autrement dit, réintroduire du vivant dans ce qui est figé. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et on le voit aujourd'hui, il y a une espèce de retour du refoulé du féminin sous une forme archaïque et primitive. Et ça s'appelle des attentats suicides, ça s'appelle du terrorisme, ça s'appelle des révolutions sporadiques, ça s'appelle aussi, peut-être, on peut le voir comme ça, des événements naturels qui bouleversent nos équilibres, etc. Autrement dit, on est dans un monde où, lorsque le mystère n'est plus reconnu, il ressurgit de façon dangereuse et critique. Et il casse les prisons du matérialisme. Il casse surtout les prisons de la planification, du contrôle, de la gestion et de l'organisation, où on ne veut pas, où en fait on ne veut jamais se laisser toucher par le réel. On a peur de se laisser toucher par le flux, par la puissance de l'esprit qui sans cesse est là en permanence autour de nous. Et donc, du coup, on se mure dans des visions, dans des certitudes, dans des idéologies, que sais-je encore. Et le féminin ne fait jamais ça. D'accord, oui. Alors, par rapport à notre époque, j'avais une question. Je me souvenais d'une phrase de Jung, je crois, qui disait quelque chose à peu près comme ça, où le rêve est le mythe de l'individu, tandis que le mythe est le rêve de l'humanité. Et je me demandais si on ne pouvait pas, entre guillemets, guérir l'individu par le langage des rêves, ou guérir le collectif par le langage des mythes. Oui, c'est très juste. Qui serait là, ou qu'est-ce qui serait là aujourd'hui pour incarner de nouveaux mythes qui régénèrent un peu la... Ça, c'est une question que m'avait posée un sociologue qui va sortir un livre bientôt, Claude de Villepin, c'est une question difficile, parce que c'est vrai que les rêves guérissent. Par exemple, en rêve éveillé, on a c'est une technique de guérison qui fonctionne bien. Pourquoi le rêve guérit? Parce qu'il permet l'émergence d'un sens inconscient, donc l'émergence à la conscience d'un sens qui était dans le corps de la personne, et dans sa conscience, mais surtout dans son corps. Et si ce rêve, ce grand sens n'arrive pas à sa conscience, il se manifeste sous forme d'un symptôme, donc d'une pathologie. Donc c'est juste une énergie signifiante qui est bloquée, et lorsqu'elle est conscientisée, évidemment, le symptôme n'a plus lieu d'être, donc elle s'en va. D'accord.
Par contre, on peut penser à la même chose par rapport évidemment à la collectivité humaine. Et le drame, c'est vrai, aujourd'hui, on a oublié nos mythes, on a jeté nos mythes. Il y a plus de grands mythes. Le dernier grand mythe auquel on a adhéré, en tout cas en Occident, c'est le mythe du progrès, Ouais. qui est né à peu près en même temps que le siècle des Lumières, et qui a duré 2-3 siècles, et qui a changé le visage du monde, évidemment. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce mythe du progrès, c'est intéressant parce que le mythe du progrès, c'est le mythe de Prométhée. Prométhée veut dire celui qui prévoit. Et donc, il a l'impatience du futur et il a en permanence apporté la connaissance aux hommes, l'architecture, la navigation, etc. Donc, c'est vraiment le mythe de Prométhée qui est derrière les Lumières. Mais c'est intéressant de regarder le mythe en détail parce que Prométhée a tout vu, a tout prévu, sauf le déluge. Ah ouais, d'accord. Et le déluge, il arrive. C'est le déluge climatique qui est programmé et qui est produit évidemment par la technologie qui est la fille de la science. Donc on est vraiment dans une lecture quasiment littérale du mythe de Prométhée et ça se termine par l'épisode de Deucalion. Deucalion, c'est le Noé biblique qui monte sur sa barque et évidemment tout va être noyé et il va à la fin de l'histoire créer une nouvelle race d'hommes. D'accord. Donc je crois qu'on est à ce point-là, c'est-à-dire on a deux hypothèses, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réfléchir à un nouveau mythe de l'homme, c'est-à-dire à une nouvelle vision collective, parce qu'un mythe c'est quoi? C'est simplement une vision collective auquel les natifs adhèrent et qui va fonder leur civilisation, qui va fonder leur structure. Donc un mythe n'a pas de prétention à la vérité. Un mythe a une prétention à l'œuvre. Elle va œuvrer à travers les personnes. Je veux dire, peu importe que Jésus, au 0e siècle, ou 1er siècle, comme on voudra, soit un personnage historique ou pas, il y a eu une espèce il y a eu un mythe chrétien qui s'est mis en place et qui a changé le monde. Donc c'est pas tellement le personnage de Jésus qui est important, qu'il ait existé ou pas, c'est que entre le 1er et le 4e siècle, c'est-à-dire jusqu'à Constantin, la conversion de Constantin, on a eu une espèce de nouveau mythe qui est né au cœur de l'Empire romain, qui était fondé sur la charité, sur l'amour partagé, alors que l'Empire romain était d'une violence inouïe. Rappelez-vous les Jeux du cirque, ou les guerres entre armées romaines, par exemple, ou contre les barbares, mais aussi des guerres entre armées romaines. Donc alors que l'Empire était saturé de sang, ce mythe chrétien a apporté une dimension d'amour du prochain, une dimension de compassion, une dimension de partage qui a complètement changé la face du monde. Et Constantin, évidemment, l'a officialisé lors de sa conversion en 325 ou à peu près. Donc, et après, ça a été la catastrophe, parce que, évidemment, le christianisme s'est, comment dirais-je, identifié à la structure administrative de l'Empire romain, et il a perdu en grande partie son essence mystique. Donc à partir de Constantin, il n'y a plus de miracle. Alors qu'avant, il y avait plein de miracles. Donc le monde du sens, le monde du mystère agissait directement dans le monde ordinaire. Est-ce que ça voudrait dire que quand une civilisation est en crise ou près de s'effondrer, ça favorise l'émergence des mythes? Alors ça favorise, probablement, ça favorise l'émergence des miracles, et les miracles vont favoriser l'émergence des mythes. C'est-à-dire les mythes, c'est simplement un discours pour organiser le miracle, d'une certaine manière. D'accord. Ça, c'est la première hypothèse. Alors quel est le mythe du XXIe siècle? Si je le savais, je serais content. Mais en même temps, on n'invente pas un mythe. Un mythe, ça se révèle. Et ça ne se révèle pas à une personne, ça se révèle collectivement. Donc, quelles sont les grandes valeurs, pour le formuler autrement, auxquelles le monde occidental, ou en tout cas, ou même peut-être le monde entier, va adhérer? Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore très embryonnaire, puisque même l'écologie, je veux dire, envisager le développement durable, c'est considérer que l'homme est un mammifère dans une grande prairie et qui brode dans un coin pendant que l'autre coin du pré va repousser. C'est pas un saut civilisationnel, c'est juste du bon sens. Or, on a besoin d'un saut civilisationnel aujourd'hui. Donc, quel sera ce mythe
j'en sais rien, mais en tout cas, on a les conditions pour son émergence. D'accord. Et l'autre voie, alors c'est intéressant de regarder l'histoire des 4 âges, faire l'analyse symbolique des 4 âges, que je vais faire rapidement parce que Vas-y. ce sera trop long sinon. Mais euh, dans toutes les traditions du monde indo-européen, on a 4 grandes époques de la civilisation. On a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze ou d'airain, c'est la même chose, et l'âge de fer. L'âge d'or, les hommes banquettent avec les dieux. L'âge d'argent, c'est Jupiter qui va dominer l'âge d'argent, c'est-à-dire qui va introduire les saisons, l'agriculture, et après ça va dégénérer. Chaque âge est pire que le précédent. D'accord, ok. Et chaque âge dure beaucoup moins longtemps que le précédent. Âge d'or, on peut l'associer à chasse-cueillette. C'est-à-dire c'est le moment où les hommes et les femmes étaient en communion avec la nature et avec les animaux. Et où il y avait une espèce, ils banquetaient avec les dieux. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'unité entre le visible et l'invisible. Et puis vint l'âge d'argent, où si on lit le texte de Vide, c'est très clairement l'apparition de l'agriculture. Donc agriculture, élevage. Et il faut se souvenir que c'est parce que les animaux et les hommes vivaient en promiscuité que la plupart des grandes épidémies sont nées à ce moment-là, qu'on connaît encore aujourd'hui. Oui, ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé symboliquement à l'agriculture? C'est-à-dire chacun fait son champ. Et le nomade devient l'ennemi, évidemment, puisqu'il est libre de traverser les grands territoires. Donc il faut faire des frontières. Faire une frontière, symboliquement, c'est quoi? C'est construire un ego, c'est construire un moi qui se sépare de cette communion avec le reste du monde. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les grands monothéismes. Avant, on était dans l'animisme, évidemment. Et puis, beaucoup plus tard, donc âge d'or, chasse-cueillette, on va dire il y a 100 000 ans. Agriculture-élevage, on va dire il y a 10 000 ans. Et puis, il y a 3 siècles, agriculture-commerce, qui correspond à l'âge de bronze. Où on nous dit qu'il y a des héros qui vont conquérir le ciel, et puis le reste des hommes entre dans la violence. Et effectivement, ère industrielle, on a eu des héros qui sont allés conquérir, qui ont fait le tour de la planète. Et puis, le reste de l'humanité est rentré dans la violence. Puis qui vont partir aussi et dans qui vont l'espace. partir au ciel, etc. Et puis, dernier âge, âge de fer, dans laquelle on est rentré. Moi, je donne la date de 1989 parce que c'est la date, donc ère création communication. 4e D'accord, âge. oui, en effet. C'est la date où un ingénieur au CERN à Genève a inventé l'hyperlien Internet. C'est-à-dire ce qui va permettre le développement exponentiel du réseau Internet. D'accord. Donc création, communication, et c'est un âge où nous dit le texte, il y a une perte de l'amour filial, où il y a la violence règne partout, etc. Bon, on peut aussi remonter un peu la date et faire revoir les 2 dernières guerres mondiales, etc. Bref, on est dans ce monde, et il va durer, alors si on regarde l'échelle des temps, 100 000 ans, 10 000 ans, il y a 300 ans, et là, il y a 30 ans. D'accord. Donc, alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on peut simplement regarder une chose. On peut regarder plusieurs critères, mais on peut regarder une chose. C'est que l'argent, c'est un sujet qui est devenu aussi important aujourd'hui. C'est-à-dire, on idolâtre l'argent, évidemment. Mais l'argent, au moment de l'époque animiste, c'était du troc. C'est-à-dire on échangeait 3 chameaux contre 5 chèvres. C'était du vivant. Avec l'apparition de l'agriculture-élevage, c'est devenu des pièces de monnaie. Des pièces d'or, des pièces d'argent, etc. Autrement dit, pour la première fois, les symboles solaires et lunaires sont devenus des objets profanes liés à des objectifs mercantiles. Donc le symbole a commencé sa longue vie profane. Agriculture, commerce, on a inventé les actions. Évidemment, c'était plus facile de partager les risques d'échec d'un long voyage en Asie pour ramener des épices en bateau, par exemple. Donc il fallait mettre en commun les risques. Donc on a inventé les papiers-monnaie, les papiers-actions. Et aujourd'hui, c'est de la lumière, c'est-à-dire on paye avec notre carte bleue. Donc l'argent, au fond, s'est dématérialisé. Le moyen d'échange s'est dématérialisé. C'est passé d'une vache ou d'une chèvre à un jeton de bronze
à une feuille de papier et aujourd'hui à des bits électroniques. Ouais, c'est de plus en plus éthéré. Ouais. Alors c'est de plus en plus éthéré, c'est de plus en plus rapide. Oui. Et donc il n'y aura pas de cinquième âge, nous dit le mythe. Mais cette logique nous dit aussi qu'il n'y aura pas de cinquième âge parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Ouais. Donc il n'y aura pas une nouvelle civilisation qui va sauver la nôtre, qui va sauver l'ancienne. C'est pas un cycle avec Alors l'âge c'est la d'or qui question. revient. Oui, bah, c'est la question. C'est-à-dire le mythe ne le présente pas comme un cycle. C'est-à-dire D'accord. Ovide nous dit à la fin des temps, à la fin du quatrième âge, euh, le monde qui a été construit avec tant d'art sera détruit par le feu. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura... On va vers une catastrophe, évidemment. Mais ça veut dire qu'il y aura aussi un nettoyage par la lumière de toutes nos mémoires engrangées depuis 100 000 ans. D'accord. Autrement dit, ce n'est pas une crise de civilisation. Ce n'est pas évidemment une crise conjoncturelle qu'on vit en ce moment. Ce n'est même pas une crise de civilisation, c'est une crise ontologique. C'est-à-dire, c'est la nature même de l'être humain qui va devoir se transformer pour créer et produire une nouvelle civilisation, qui sera d'une nature complètement étrangère par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'en reviens au transhumanisme. Pourquoi? Parce que c'est cette tentative de changer l'homme, la nature humaine, en mettant des puces électroniques ou des je ne sais pas quoi dans le corps humain, on change la nature humaine. Bon, là, il la change évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à une vision diabolique, c'est-à-dire il la dirige vers la matière au lieu de la diriger vers l'esprit. Mais il y a, depuis le siècle dernier, c'est-à-dire 1917, le communisme voulait créer un nouvel homme. 1939, le nazisme voulait créer le surhomme. Et 1995, le Google veut créer l'homme augmenté. Donc il y a cette impulsion collective à changer la nature humaine. Mais évidemment, elle ne se fera ni par le nouvel homme communisme, ni par le surhomme national-socialiste, ni par l'homme augmenté de Google. Mais ça veut dire qu'il y a une impulsion collective dans l'inconscient de notre civilisation et peut-être dans l'esprit du monde pour aller vers une rénovation, une transformation de la nature humaine. D'accord. D'où le langage symbolique, parce que c'est justement l'ouverture à ce monde du mystère, à ce grand féminin, qui permet progressivement la descente de l'esprit dans la matière, et en tout cas de mon point de vue, la véritable transformation de l'âme, qui a été annoncée par le personnage du Christ dès le début, en disant que l'esprit devait se faire chair. D'accord. Voilà, D'accord. je boucle là-dessus. D'accord. Très, très bon. Donc là, on est entré dans une interprétation grâce au mythe de notre époque, carrément, de tous les âges. Donc c'est collectif. Est-ce qu'on pourrait passer maintenant à une dimension plus individuelle du symbole? Par exemple, je vais poser la question que j'ai depuis tout à l'heure au fond de ma tête. Est-ce que le symbolisme peut être expérimental? Est-ce qu'il comme une science, c'est-à-dire la science est expérimentale dans le sens où il faut des résultats qui soient, voilà, qu'on peut s'appliquer au réel. Est-ce que le symbolisme peut être applicable dans la vie de tous les jours? Alors le symbolisme est expérimental, mais pas du tout au sens scientifique. D'accord. Pour que expérimental au sens scientifique, ça veut dire que ce soit reproductible, mesurable et quantifiable. D'accord. Or, un symbole ne se reproduit jamais parce qu'il émane justement du monde du mystère. Et une fois qu'il s'est produit, évidemment, les conditions de notre monde intérieur et du monde du mystère ont changé, donc il ne peut pas se reproduire. Donc, il n'est pas reproductible. Il n'est pas évidemment quantifiable parce qu'il s'agit d'une qualité et non pas d'une quantité. Et il n'est pas mesurable parce qu'on ne peut pas mesurer quelque chose qui est impondérable. C'est-à-dire on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas mesurer une émotion. On peut mesurer l'effet qu'elle a sur la peau en prenant en mettant des appareils qui mesurent la transpiration, par exemple. Mais on ne peut pas mesurer le vécu, la profondeur du vécu intérieur de quelqu'un. Donc on ne peut pas appliquer les critères du laboratoire, de la méthode scientifique au monde
au monde du mythe. Par contre, bien évidemment, le symbole est expérimentable et opératif. D'accord. Alors, pour répondre autrement à cette question, j'ai envie de dire, c'est pas nous qui opérons le symbole comme le scientifique dans son laboratoire opère sur un morceau de peau de rat, de rat nouveau-né, mais c'est le symbole qui nous opère. Autrement dit, c'est les unités, c'est les champs sémantiques qui nous opèrent, c'est-à-dire qui nous transforment. Les champs de sens qui nous transforment. Alors c'est des champs, hein, Jung le disait déjà, c'est-à-dire un symbole appartient toujours à un champ, c'est-à-dire à des énergies signifiantes qui sont organisées par des rythmes. Ces rythmes, dans notre vie, on appelle ça des nombres. Mm-hmm. Et ces rythmes vont organiser notre réalité tout en nous laissant totalement libres. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une grande différence entre le monde scientifique et le monde symbolique, et un paradoxe, puisque les sciences sont déterministes, mais elles nous racontent en permanence que l'homme est libre, et que l'astrologie est déterministe, alors que l'astrologie est un langage symbolique qui permet à l'être humain de prendre en main son destin en lui montrant la géographie du sens qu'il habite, c'est-à-dire qui donne de la joie à son existence, et donc de la prendre en main, alors qu'on nous raconte en permanence c'est un système déterministe. Donc il y a une espèce d'absurdité. On parle bien d'une loi scientifique, en fait. Oui, on parle d'une loi scientifique. La science est déterministe. Et les hommes scientifiques, s'ils voulaient être rigoureux, n'ont aucune légitimité à dire qu'il y a une liberté humaine. Puisque dans toutes les lois qu'on observe à l'extérieur de nous et dans la biologie, tout est déterministe. Ouais. Donc la liberté ne peut venir que d'une conscience symbolique. Et on nous raconte que tous ces systèmes astrologiques et autres sont déterministes, ce qui est une absurdité, évidemment. D'accord. Et alors, le monde du symbole, question un peu plus classique, est-ce qu'il peut éclairer le cheminement que je fais dans la vie, etc. Oui, bien sûr. Quand je parlais de l'expérimentation des symboles, je parlais surtout de la magie. La magie opérative. Mais sinon, là, ce que je pose comme question, c'est plus par rapport à le monde des symboles. Est-ce qu'il peut me montrer m'éclaircir, m'éclairer un peu sur le sens qu'a ma vie? Moi, je me méfie de la magie opérative parce que je ne connais pas la volonté du ciel et que souvent cette magie opérative n'est qu'une volonté d'ego. Donc si elle est en harmonie avec la volonté du ciel, c'est parfait parce que ça accélère, c'est tout le travail alchimique, ça accélère le processus d'évolution, mais si elle est en discordance, ça provoque des catastrophes. Je reviens là du Pérou où j'ai passé 5 mois avec des chamans, et les chamans sont justement dans cette magie opérative. D'accord. Mais il faut comprendre que dans le monde chamanique, le christianisme n'est qu'un vernis. C'est-à-dire, ils ont gardé évidemment cette vieille culture animiste, et ce qui est important pour eux, ce n'est pas la charité chrétienne, l'amour, le partage, l'aide aux autres, etc. Tout ce qu'a apporté le christianisme, mais c'est le pouvoir. D'accord. C'est clairement dit comme ça Non, c'est pas clairement dit comme ça, parce qu'ils savent qu'ils s'adressent à des occidentaux. Ouais. Mais c'est clairement vécu comme ça. C'est-à-dire, ils veulent clairement s'enrichir, et ils ont une vraie connaissance, de certains en tout cas, pas tous, mais certains, de ce monde magique. Mais ils peuvent aussi t'inviter, te faire payer pour participer à une cérémonie d'ayahuasca, par exemple, te rendre malade, et après te continuer en disant, écoute, continue à venir à mes cérémonies, je vais te guérir. Ah, okay. Ce qu'ils font. D'accord. Certains. Donc ils ne sont pas dans cette logique d'entraide, ils sont dans cette logique de prouver que c'est des chamans, que ce sont des bons chamans, et un bon chaman, c'est un chaman puissant. Donc tout ça pour juste la parenthèse, pour parler de cette magie opérative, c'est-à-dire la magie opérative, je trouve qu'il faut faire très attention à ses motivations, et on ne connaît jamais ses vraies motivations. Autrement dit, comment accorder le sens que l'on se donne à son destin, que l'on a donné à son destin,
à la vie, à ce que la vie veut pour notre existence. D'accord. C'est ça tout le challenge. Donc du coup, ma posture est plutôt celle d'une ouverture au présent par l'écoute des symboles de synchronicité. Donc en ce sens, oui, le symbole nous aide, mais à condition de ne pas vouloir le maîtriser, le contrôler D'accord. et le produire. D'accord. C'est-à-dire, il se révèle. Le symbole, c'est quelque chose qui se révèle, c'est pas quelque chose qui se construit, même si on peut construire des symboles opératifs, je ne dis pas le contraire. Mais à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui s'apparente à la magie noire. D'accord. Le mythe personnel de quelqu'un ne Oui. peut que se révéler presque pas malgré lui, mais sans qu'il le veuille Bien forcément. sûr, bien Ouais. sûr. Le symbole se révèle, c'est-à-dire, mais comment il va se révéler? Je ne sais pas si vous êtes attiré par les coquillages, par la mer, par les miroirs, par les dîners en chandelle entre amoureux, ça veut dire qu'il y a en toi quelque chose qui est de l'ordre du mythe de Narcisse. D'accord. Alors, pas au sens psychanalytique, Oui, mais oui. au sens ovidien mythologique. Et le mythe de Narcisse, c'est un mythe de connaissance de soi. D'accord. Proust avait un joli mythe de Narcisse, Montaigne avait un joli mythe de Narcisse, Rembrandt avait un joli mythe de Narcisse, etc. C'est-à-dire tous ces gens qui ont fait des autoportraits sous une forme ou sous une autre. D'accord. Donc simplement, ce qui nous attire instinctivement, si on regarde le symbole, il va nous parler du mythe. Oui, oui. Si on est attiré par si on a l'impatience du futur, si on a mal au foie, ou si on se sent profondément incompris, on a un mythe de Prométhée. Parce que c'était la vie de Prométhée. Prométhée, son foie dévoré par l'aigle de Oui, Zeus, oui. il a vécu terriblement seul, il s'est senti enchaîné au rocher, etc. Donc les éléments symboliques du mythe se retrouvent dans nos vies, si on veut bien les regarder comme ça. Donc les mythes sont encore présents, ils s'expriment. Alors, on va dire qu'il y a plusieurs manières de connaître notre mythe fondateur. La première, c'est de regarder les objets qui nous entourent. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les rencontres, les synchronicités, etc. Tout ça, ça nous parle en permanence de qui on est, évidemment. On peut aussi, simplement, une fois, quand je donnais des séminaires à l'Université du Symbole, il y a une personne qui est venue en séminaire et c'était un séminaire sur Prométhée. Et j'ai demandé pourquoi vous venez à ce séminaire. Il m'a dit j'ai lu Prométhée, je connais rien à Prométhée, le mot m'a attiré. Je connais pas non plus l'Université du Symbole, et je suis venu. Donc là, il y a une espèce. Et moi, que j'ai commencé l'astrologie, j'avais 14 ans, j'ai été fasciné par le mot astrologie. Je ne savais pas ce que c'était. Personne dans ma famille n'en avait jamais fait, ou n'en a jamais fait. Et donc, il y a une espèce de fascination mystérieuse pour ce mot-là. Ensuite, j'ai continué. Donc, il y a des mots magiques comme ça, qui sont des clés pour nous et qui peuvent nous ouvrir, si on les suit évidemment, au-delà de toute rationalité, au-delà de toute logique, vers la découverte de son mythe fondateur. Puis après, il y a une troisième clé qui est la clé astrologique, c'est-à-dire sur le thème astrologique, on peut voir quels sont les mythes, le ou les mythes dont la personne est porteuse. D'accord, donc notre mythe personnel, il se révèle pas forcément d'un coup, mais en assemblant des symboles par-ci par-là et par... Oui, c'est toujours une révélation progressive. C'est ça. Et est-ce que... alors, ça se résume... Suivre son mythe, si on peut dire ça comme ça, c'est pas forcément aller vers ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît résonne avec nous, c'est pas une image de notre mythe, ce qui nous plaît. Alors ça dépend où est-ce qu'on met ce qui nous plaît. Oui, voilà. Ça dépend si on parle au ventre ou si on parle au cœur ou à ok. la tête. Il y a des choses qui peuvent nous plaire intellectuellement et franchement pas forcément nous mener très loin. D'accord. Mais il y a des choses qui créent de la joie dans le cœur. Et si on considère que ce qui nous plaît, c'est ce qui résonne dans une sensation dans le cœur, à ce moment-là, je crois que c'est assez juste et ça correspond au mythe fondateur. D'accord, donc on peut aller... s'il y a quelque chose qui plaît à notre cœur, on va dire, qui résonne bien avec nous, et qui nous fait pourtant extrêmement peur. Bon, c'est bon signe. C'est bon signe. Ben oui. Parce que la peur, c'est quoi le fondement de la peur, c'est la mort. Et la peur, c'est le signe annonciateur d'une mort symbolique.
c'est-à-dire de grands changements profonds dans nos valeurs, dans nos manières de vivre, dans nos certitudes. Donc oui, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans cette attirance-là et que c'est un chemin sans retour. La question c'est, on est toujours libre, est-ce que tu vas sur ce chemin sans retour? D'accord, ok. Alors, pour cette partie, donc, c'était inévitable. Je sais que tu es une des personnes, en tout cas que j'ai vu sur Internet, qui s'intéresse beaucoup à la langue des oiseaux. Alors, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, mais comment? Ah, comment? En utilisant la langue des En oiseaux. utilisant la langue des oiseaux. Ouais. Oui, c'est pas des recettes. Ah oui, c'est pas des C'est pas recettes. des Ouais. recettes. Ouais, Le danger de tous ces systèmes symboliques, c'est que, mais c'est vrai pour l'astrologie et j'imagine le tarot aussi, c'est que ça devienne des recettes. C'est-à-dire, Oui. on a appris un certain nombre de choses et on les applique. Ça, la recette, c'est la technologie scientifique qui a appris une méthode et qui l'applique. Le monde du sens ne fonctionne pas comme ça. Le monde du sens fonctionne sur l'inspiration, c'est-à-dire sur la conscience du cœur. C'est intéressant, pour revenir à autre chose qu'est le symbolisme du corps humain, de voir que la parole vient du cœur. La parole vient de l'air qui est dans les poumons. Et les poumons entourent le cœur. Elle ne vient pas de la tête. Si on avait voulu qu'on prononce une parole intellectuelle, notre gorge serait reliée quelque part à un bout du cerveau. D'accord. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les cordes vocales sont reliées quelque part à un bout du cœur. Ouais. Donc la parole vient bien du cœur. Donc on peut se poser la question, est-ce que quand on parle, la parole vient du cœur? Donc oui, en permanence en fait. Si l'être humain était en harmonie avec ce que lui dit son corps, oui. Ouais. Mais souvent il est en harmonie avec ce que lui raconte son cerveau, son système de représentation du réel. D'accord. Donc malheureusement, souvent la parole ne vient pas du cœur. Bon, c'était la parenthèse. Maintenant... parole, on peut regarder parole en langue des oiseaux, c'est par-ol. C'est-à-dire par-ol, l'huile de l'onction. D'accord. Donc la parole, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une bénédiction, d'une bonne diction, qui va apporter plus de présence, plus de sacré, plus d'onction à l'auditoire et à l'auditeur et au locuteur. Donc voilà, la parole, elle dit ce qu'elle est, c'est-à-dire, c'est intéressant de regarder aussi le moment où ontologiquement l'homme a été coupé de la parole. Il a été coupé de la parole au moment de la chute. C'est pour ça que le mot ment. Le moment. Oui, enfin ça on va voir. Il a été, il a été coupé de la parole au moment de la chute. Or la chute dans le corps humain, c'est bien la pomme d'Adam, qui sépare le ciel, la tête, du corps, le lieu de l'incarnation, le lieu de l'expérience. Mais la chute, c'est aussi chut. Couper du verbe. Couper du verbe. Bon. Donc, au fond, si on regarde le langage, il va nous dire beaucoup de choses. Il y a un joli mot qui s'appelle l'interdit. L'interdit, on considère souvent que c'est la ligne rouge à ne pas franchir, ou la ligne blanche, si on est conducteur, à ne pas franchir. Pas du tout. L'interdit, nous dit la langue des oiseaux, c'est interdit, déité. Autrement dit, ce qui est entre les dits. Autrement dit, ce qui nous est interdit, c'est ce qui n'a jamais été dit. C'est tous ces interstices du non formulé, auxquels, évidemment, puisque ce non formulé n'a jamais eu accès à notre parole, il nous est interdit. Mais le dit, c'est le dit de la déité, puisque ça s'écrit déité. La déité, oui. Donc, tout ce qui nous est interdit, c'est ce qui est entre les représentations de la déité. C'est interdéité. Autrement dit, tout ce qui nous est interdit, c'est ce qui n'est pas formulé par les grands systèmes cosmogoniques. Donc voilà, à nous d'explorer ces interstices, ces lieux d'interdit, pour justement révéler la plénitude du sens.
D'accord, ok. Donc je vois que la langue des oiseaux est un outil d'interprétation du monde, un peu. Alors, c'est un outil de révélation du monde du mystère. D'accord. Euh, Après, on peut faire on fait nécessairement de l'interprétation. Mais la langue des oiseaux a cette spécificité que chaque mot peut être compris, comme je viens de le suggérer, par ses sonorités, en décomposant le mot en plusieurs sous-mots, en quelque sorte, mais aussi par les lettres qu'il compose. On peut faire une analyse plus fine en considérant que de A à Z, on a un chemin initiatique Mhm. qui part du A, qui est euh, le, 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 le lieu de retrait, le lieu, si vous dessinez un A majuscule, Mhm. c'est la dualité qui descend sur la Terre. Mhm. Donc c'est le lieu où le point invisible commence à se manifester, du reste sa forme internaire, si on voit l'ensemble du système. Après on a le B, qui est un bébé renouvelé, Mhm. hein, c'est-à-dire les deux seins de la femme, du monde de la grande-mère nourricière. Après on a le C, qui est la lune, et qui est aussi le savoir. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, il savent. Et pour passer du C au D, il faut céder dans les deux sens du terme, CD. c'est-à-dire euh, lâcher prise du savoir pour que ce D qui représente le ventre d'une femme enceinte soit un lieu de gestation et de maturation. Donc céder, c'est quoi? C'est lâcher le savoir pour rentrer dans la maturation intérieure, D'accord. etc. Donc on C'est pas peut, céder dans le c'est sens. s'entraider Ouais, aussi, s'entraider, ok. mais la meilleure manière de céder, c'est de céder, Ouais, en réalité. ok. Plus on cède, c'est-à-dire plus on lâche prise, plus euh, on va aider les autres et s'aider soi-même dans le processus de transformation et de maturation D'accord. proposé par le D. Donc on peut aller comme ça jusqu'au Z. Le Z, c'est quoi? C'est le plan céleste relié par la diagonale de l'évolution Mhm. au plan terrestre. Donc de A à Z, on a tout un processus initiatique qui va du commencement de la présence de l'ineffable avec le A jusqu'à ce lien entre le ciel et la terre avec le Z. Donc on a tout un processus que je ne peux pas détailler là, évidemment. Mhm. Mais chaque lettre d'un mot peut être lue comme ça et donc donner du sens au mot. Mhm. On peut le faire pour le prénom, par exemple, ou différentes choses. Tout ça pour dire quoi? Que notre alphabet latin, Mhm. comme notre langue française, exprime des valeurs qui conditionnent notre culture et dont on n'a pas forcément conscience, mais qui se révèlent progressivement si on sait les écouter. La langue des oiseaux ne se lit pas, elle s'écoute. Mhm. Bah oui, c'est comme un chant d'oiseau, c'est ça. C'est comme un chant d'oiseau, mais quand je dis elle s'écoute, ça veut dire qu'elle s'écoute comme une révélation. D'accord. Elle ne se lit pas comme un livre. C'est aussi une différence entre le monde symbolique et le monde scientifique. En science, on a des recettes, on a des protocoles expérimentaux qu'on va lire et reproduire. Donc là, et on lit. Alors, j'ai une très belle chose. Quand j'étais au Pérou, quelqu'un me disait comment est-ce que un chaman peut avoir confiance dans un médecin occidental qui a fait 7 ans d'études et qui a appris dans des livres. Et le médecin occidental va dire comment quelqu'un qui a fait 7 ans d'études dans des livres peut-il faire confiance à un chaman qui est totalement illettré et qui a appris en en buvant des plantes. C'est ça la différence culturelle. C'est-à-dire le chaman absorbe des plantes euh, qui sont thérapeutes. Les plantes sont thérapeutes. C'est-à-dire elles ont un effet direct sur lui et cette plante, après 1 an, 2 ans, 3 ans seule en forêt, devient son allié. Donc le chaman a une expérience directe Mhm. du réel, du monde du mystère. Alors que le médecin occidental a une expérience livresque. Mhm. Il n'a pas l'expérience de la maladie, il en a une connaissance intellectuelle. Il n'a pas l'expérience de la guérison, il en a un protocole. Mhm. Donc tout ça, ça ne peut pas fonctionner entre les deux.
mais en même temps, de mon point de vue, l'approche chamanique, qui a beaucoup de limites et que tout ce qu'on appelle le néo-chamanisme aujourd'hui est une catastrophe, parce qu'en fait, pour faire un vrai chaman, comme on me le disait là-bas, les femmes sont plus douées que les hommes, et d'autre part, il faut 5 ans à temps complet dans la forêt, seul, pour faire un vrai chaman, pour Seul. les femmes, et 10 ans pour les hommes. Donc quelqu'un qui a fait 3 mois là-bas et qui revient avec un peu de plantes pour faire tout ça, c'est ridicule. Mais, mais simplement, le chaman, c'est quelqu'un qui a une expérience intérieure des plantes, et l'esprit de la plante devient son allié. Il peut après, évidemment, accompagner d'autres gens à l'aide d'Icaros, à l'aide de chants, pour faire ce travail de transformation. Alors qu'un médecin occidental, lui, n'a qu'une connaissance livresque. Donc il va, comme le chirurgien, travailler sur le corps machine, et non pas travailler sur le monde du sens qui habite la personne. Alors, les deux sont utiles, mais il serait intéressant, encore une fois, de savoir les marier. D'accord. Et qu'un médecin occidental ait une vraie formation chamanique, c'est-à-dire une expérience intérieure de l'esprit des plantes qu'il va donner à ses patients, parce que les molécules, c'est souvent des molécules liées au monde végétal, et évidemment, un chaman ait une meilleure connaissance des technologies occidentales, puisqu'après, c'est vrai que certains médicaments, par exemple comme les anxiolytiques, sont très dangereux avec certaines plantes, notamment comme l'ayahuasca. D'accord. On dirait que à travers tout ça et à travers ta démarche, eh ben, on cherche à... Alors, tu dois t'y connaître avec ça, le cerveau droit et Cerveau le droit, cerveau cerveau gauche. gauche. On Oui, cherche oui. à les réunir d'une certaine Ça, façon. c'était le sujet de mon premier livre qui s'intitule toujours d'ailleurs L'homme réunifié, D'accord. qui traite de cette question, c'est-à-dire comment, science et symbole, c'est-à-dire comment réunir les spécificités fonctionnelles du cerveau, de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche du cerveau. Alors l'hémisphère gauche, c'est vrai, est rationnel, et l'hémisphère droit, lui, est plus ouvert à l'inconnu, à la créativité, Intuitif. au monde du mystère, etc. Ok. On a, depuis Descartes, alors, non, il y a beaucoup de choses à dire sur Descartes, encore une fois, mais bon, je termine quand même ma phrase. On a, depuis Descartes, créé une méthodologie remarquable qui s'appelle la méthode scientifique, qui correspond au fonctionnement de l'hémisphère gauche du cerveau, Oui. derrière l'œil gauche, et qui est la description rationnelle du monde. D'accord. Ouais. Je n'ai pas dit la description du monde rationnel, mais la description rationnelle du monde. Le monde n'étant pas forcément uniquement rationnel. Par contre, on n'a pas aujourd'hui l'équivalent d'une méthode scientifique pour explorer les spécificités de l'hémisphère droit du cerveau, c'est-à-dire la perception du monde du mystère. Oui. Et donc c'est ça qu'il faut développer aujourd'hui, c'est-à-dire explorer ce monde du mystère avec la même rigueur scientifique qui est utilisée pour explorer le monde matériel. D'accord. Et alors, il y a la méthode, et c'est ce que tu appelles alors la méthode. Alors c'est ce que j'ai appelé la méthode, oui. D'accord. C'est-à-dire, qui est un terme que j'ai repris d'ailleurs à Gilbert Durand, Ok. d'un de ses ouvrages qui s'appelle Le traité de la méthode. Non, c'est pas ce titre, mais c'est lui qui l'a en fait développé, ce néologisme. Mais effectivement, c'est développer des outils. On les a, les outils. C'est l'astrologie, c'est les symboles dans les rêves éveillés, c'est le tarot, c'est la Kabbale, etc. C'est l'alchimie. On les a, ces outils, de la tradition du Moyen-Âge, notamment. C'est l'angéologie, aussi, si on regarde la Kabbale. Mais développer un champ d'utilisation de ces outils qui permettent d'explorer le monde du sens, comme l'ont fait les scientifiques pour explorer le monde de la matière. Donc mais c'est une œuvre de groupe. Je veux dire, le monde scientifique est la seule entreprise de groupe qui a fonctionné aujourd'hui et qui est devenue planétaire. Les autres entreprises du groupe qui s'appellent les entreprises commerciales ou les administrations ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, elles sont encore dans une logique de compétitivité par rapport au monde extérieur. Et en interne, si ça fonctionne, c'est déjà pas mal la plupart du temps. Alors que le monde scientifique a complètement dépassé, ou plutôt a utilisé cette logique de la compétitivité pour faire avancer
un désir de connaissance commun. D'accord. Idéalement pour le bien commun, même si c'est récupéré après par plein de systèmes. Donc ce qu'il faudrait faire, évidemment, c'est réinventer, par rapport aux besoins du jour, ce qu'on a appelé les écoles du mystère dans les anciennes cultures. Qui étaient des écoles, alors on a relativement peu d'informations puisque le secret était demandé sur ces écoles, mais en tout cas qui étaient des lieux où l'être humain était amené à faire des expériences intérieures profondes qui changeaient sa vie et son regard sur le monde, dans un contexte ritualisé collectif. D'accord. Et aujourd'hui, on a perdu ça. Et c'est peut-être ça le mythe du XXIe siècle, c'est-à-dire retrouver des structures collectives qui permettent aux êtres humains en quête de sens, le plus souvent esselés aujourd'hui, ou aux prises avec des systèmes qui les vampirisent, retrouver cette dynamique de transformation intérieure dans des systèmes, on va dire, à la fois ouverts et sacrés, qui permettent la transformation de l'être humain. C'est ce qu'on appelle une initiation, retrouver l'initiation. C'est ce qu'on appelle retrouver le sens de l'initiation, mais pas au sens où on s'appuie sur des valeurs traditionnelles anciennes, parce que le monde a changé depuis 100 000 ans, mais au sens où, au contraire, ce sont des initiations qui sont à inventer, à découvrir et à expérimenter chaque jour pour aller vers le futur. D'accord. Avant la conclusion, j'aurais aimé savoir ce que tu penses de ça. Les symboles paraissent pour beaucoup un monde intellectuel, alors que je trouve moi qu'il est très concret et qui parle au contraire au sens. Bien sûr. Au sens, dans le sens de la perception même. Bien sûr. Mais c'est peut-être parce que justement on a perdu le sens du symbole et que maintenant on les classifie, on les intellectualise, on les fige. Oui, c'est pas le symbole qui est intellectuel, c'est notre lecture du symbole qui est intellectuelle. Le symbole, c'est pas une pensée qui se balade ou un discours qui se raconte. C'est une force signifiante qui agit sur notre conscience, notre corps et nos émotions. Oui. Et si on sait accueillir cette force signifiante, il y a de véritables transformations qui se mettent en place dans notre vie. Jung disait une chose qui m'a toujours frappé. Il disait, il séparait il définit 4 types psychologiques: sensations, sentiments, intuition et pensée. Et il disait, au fond, sur ces 4 types psychologiques, il n'y en a que 2 qui sont véritablement en contact, qui sont rationnels, c'est-à-dire qui sont en contact avec le réel. C'est l'intuition et les sensations. Ah oui, d'accord. Et oui. Pourquoi ? Simplement parce que l'intuition nous met en contact direct avec le monde de la transcendance, ou des esprits, comme on voudra, et la sensation nous met en contact direct avec le monde de la chose. Oui. Alors que la pensée et les sentiments sont des systèmes de protection, de représentation du réel. Donc ils sont irrationnels. Ils ne sont pas en contact direct avec la nature de la nature. La pensée on va créer des modèles, créer des représentations, nous raconter des histoires. C'est pour ça que je disais que la science, qui est la pensée la plus juste d'une certaine manière, parce qu'elle cherche toujours des vérifications expérimentales, et reconstruit ses modèles en fonction de ses expériences. Donc elle ne va pas changer à changer le réel. Mais elle n'est qu'une représentation approximative de la nature du réel fondée sur la rationalité. Mais elle arrive à l'asymptote de cette matrice du féminin. Mais elle ne va jamais la toucher parce qu'alors elle explose, évidemment, parce que le féminin est irrationnel. Évidemment, les sentiments nous protègent d'un contact direct. Ils nous font plein de choses, mais ils vont nous protéger aussi. On peut se raconter aussi plein d'histoires affectives, amoureuses, sentimentales, etc. Donc les 2 lieux de contact avec le réel, c'est l'intuition et les sensations. D'accord. Donc l'intuition par voie symbolique et les sensations par voie par contact direct avec la sensitif, perceptif. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Et alors, en conclusion, parfois je demande ça aux intervenants. Est-ce que tu aurais une sorte pas de message, mais tu sais, de choses que tu aimerais dire comme ça
Non, pour une raison simple, c'est que un message, c'est souvent là pour espérer changer le monde. Mhm. Et je ne crois pas qu'on change le monde. D'accord. On peut au mieux... la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est euh, faire descendre l'esprit dans sa matière. Mhm. C'est-à-dire transformer profondément, aller vers un changement ontologique de sa propre nature. C'est pour ça que je suis très touché par le travail de Aurobindo, par exemple, cette descente du supramental sur la Terre. Mais, mais, mais on ne peut pas, mais ça ne peut pas être un message, ça ne peut être qu'une exemplarité. Et le meilleur message, c'est l'exemplarité. D'accord. C'est-à-dire, au Moyen Âge, à la grande époque, 5e siècle, 6e siècle, à la grande époque du christianisme, jusqu'au 12e, on avait des saints dans tous les villages. Mhm. Et des reliques, et des corps conservés. J'étais étonné de voir que dans toute cette tradition chrétienne, on a répertorié, je dirais une bêtise, mais de l'ordre de 275 corps conservés, D'accord. qui sentent l'encens et la rose, et qui sont toujours... Donc tout ça, c'est des gens qui ont incorporé l'esprit de la matière, Mhm. c'est-à-dire qui ont Mhm. transformé leurs cellules en suivant évidemment un système de croyance qui est le système catholique, mais peut-être qu'aujourd'hui on peut le faire plus directement sans tout ce fatras de croyances, dans un contact direct avec le monde du mystère. Donc ce message est un non-message qui dirait au fond tous les espoirs de changer le monde par une meilleure idéologie, une meilleure pensée, une meilleure économie, une meilleure générosité, une meilleure religion, une meilleure je sais pas quoi, une meilleure technologie, sont des illusions qui nous coûtent trop cher Mhm. parce que le temps est compté et que peut-être la meilleure chose à faire pour rendre service à l'humanité, c'est d'entrer dans cette propre transformation ontologique ou au minima entrer dans ce processus d'éveil. D'accord. Je suis très content d'entendre ça. Mm. Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup, Merci, Luc, pour tout merci ça. beaucoup.